Jean-Paul II à Kinshasa, le pape commence au Zaïre un voyage de 10 jours à travers l'Afrique. À Londres, situation bloquée à l'ambassade d'Iran, les terroristes détiennent toujours 19 personnes en otage. Joseph Reko inculpé, il est soupçonné de 2 triples meurtres à Béziers et à Carqueiranne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous vous rappelez l'effroyable crime commis en décembre à Béziers. 3 employés de l'hypermarché Mammouth froidement assassinés dans les sous-sols. Le juge d'instruction Chevalier vient d'inculper Joseph Reko, 45 ans, déjà poursuivi dans une autre affaire, celle du triple meurtre de la villa de Carqueiranne, dans le Var. En nous rappelant une fois encore que d'après la loi pénale française, tout accusé est considéré comme innocent tant que l'on n'a pas apporté la preuve de sa culpabilité, revoyons ce que l'on savait de cette terrible affaire de Béziers. Gérard Inet. Joseph Reko, dit Tommy, est âgé de 45 ans. En 1962, il est condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre d'un garde-pêche en Corse. En novembre 1977, il bénéficie d'une mise en liberté conditionnelle accordée par l'actuel garde des Sceaux, Alain Peyrefitte. Joseph Reko était le suspect numéro 1 dans l'affaire du triple meurtre de Carqueiranne. Gilles Le Goff, 46 ans, sa fille Sandrine, 11 ans, et Jacques Coutrix, 59 ans, avaient été tués par balle le 18 janvier, en fin d'après-midi, dans une villa de Carqueiranne. Selon les experts, il y a aujourd'hui suffisamment de similitudes pour prouver que le revolver qui a tué à Carqueiranne est le même que celui utilisé contre les 3 caissières de ce supermarché, ici à Béziers, le 22 décembre 1979. Ce soir, les 2 affaires ne font plus qu'un seul dossier. Tommy Reko, qui nie toute participation dans ces 2 triples meurtres, sera désormais entendu par un seul juge d'instruction. L'Association française des automobilistes, la AFA, a réalisé un sondage sur l'utilisation des codes en ville. L'AFA avait distribué plusieurs millions de questionnaires. 77% des automobilistes interrogés sont contre l'utilisation des codes en ville, 20% y sont favorables. Je précise que les résultats ont été établis sur la base de 1600 réponses, tirées au hasard, mais en tenant compte de l'importance du nombre d'automobilistes par région. Londres, voilà donc plus de 48 heures maintenant qu'un commando de 3 hommes retient à l'ambassade d'Iran une vingtaine de diplomates en otage. Ces 3 hommes, originaires de la province iranienne du Khouzistan, appartiennent à la minorité arabe qui conteste l'ayatollah Khomeini. Ils demandent, je vous le rappelle, que soient libérés 91 de leurs compagnons emprisonnés en Iran à la suite des troubles du mois dernier. À Londres, les négociations ont continué, mais ce entre les ravisseurs et les autorités britanniques. Car le gouvernement iranien, lui, ne veut rien savoir pour négocier. Le président Bani Sadr a proclamé dès hier « Nous ne céderons pas au chantage », ajoutant « Nous sommes prêts à accepter le martyre de nos frères iraniens pris en otage à Londres ». Et pour bien montrer sa détermination, le gouvernement de Téhéran a fait passer par les armes ce matin 2 des meneurs autonomistes du Khouzistan, reconnus coupables d'avoir provoqué les troubles sanglants du mois dernier dans cette province. À Londres, notre envoyé spécial Gérard Sebag a pu filmer tout près de l'ambassade occupée. De la cuisine iranienne ce midi pour le lunch des otages et des terroristes de l'ambassade d'Iran. C'était un cadeau de Scotland Yard commandé dans un restaurant chic. Une opération de diversion conçue par les psychologues de la police britannique. Ainsi, ils ont pu voir l'un des membres du commando prendre livraison des paquets. Il est sorti sur le perron de l'ambassade, armé d'un pistolet, la tête recouverte d'une keffiyeh et vêtu d'une large robe de style arabe. Cette opération a également permis de détendre l'atmosphère. C'est la politique suivie par les négociateurs. En effet, le gouvernement britannique se trouve maintenant seul face à cette prise d'otage après le refus catégorique du gouvernement iranien de négocier. D'ailleurs, M. Ghotbzadeh a déclaré hier soir que si l'on touchait un seul cheveu des prisonniers de l'ambassade iranienne à Londres, les 91 prisonniers d'Abadan seraient fusillés, ce qui prouve bien qu'il y a effectivement des prisonniers politiques à Abadan. D'ailleurs, 2 hommes ont été fusillés ce matin à Awaz, la capitale de la province arabe iranienne. Ils étaient accusés de terrorisme. Les policiers tentent également de déterminer la personnalité des 3 terroristes. Ils ont lancé à la radio et à la télévision des messages demandant à toute personne ayant hébergé éventuellement des Iraniens ces derniers jours de prévenir aussitôt Scotland Yard. Les 2 codes de la crise actuelle à Londres sont Cobra et Pagoda. Cobra, c'est le nom du comité spécial mis en place autour du ministre de l'Intérieur et qui comprend des spécialistes du ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères et également des services secrets, le MI5 et le MI6.
Pagoda serait le nom de code d'une éventuelle intervention armée dirigée par le SAS, le Special Air Service, des commandos particulièrement bien entraînés de l'armée britannique. On se croirait véritablement en plein roman policier ou en plein roman d'espionnage, ici sur les bords de la Tamise, s'il ne s'agissait pas véritablement d'une prise d'otage où d'un instant à l'autre, une vingtaine de personnes risquent leur vie. C'est lundi que l'on connaîtra le programme officiel du séjour du pape en France du 30 mai au 2 juin. Aujourd'hui, Jean-Paul II est parti pour un voyage de 10 jours en Afrique. Il commence par le Zaïre, puis il ira au Congo, au Kenya, au Ghana, en Haute-Volta et en Côte d'Ivoire. Il est arrivé à Kinshasa, la capitale du Zaïre, dans l'après-midi, accompagné du cardinal secrétaire d'État, Monseigneur Casaroli, et de 23 personnes. En descendant d'avion, le pape a prononcé quelques mots en français. Que Dieu bénisse le Zaïre, que Dieu bénisse toute l'Afrique. C'est une très grande joie pour moi d'aborder pour la première fois le continent africain. 11 ans après Paul VI, qui avait été le premier pape à se rendre en Afrique, en Ouganda, Jean-Paul II entend, selon ses propres termes, aller rendre un hommage aux 52 millions de catholiques du continent noir, dont il constitue 12% de la population. Le catholicisme africain se heurte à des problèmes qui tiennent à l'explosion démographique, à l'urbanisation galopante, aux efforts de l'idéologie marxiste, aux multiplicités des ethnies, des coutumes et des régimes politiques. Enfin, le catholicisme africain se heurte surtout à l'islam. L'une de nos équipes est allée au Sénégal, pays à majorité musulmane, mais où réside l'une des plus fortes personnalités catholiques de toute l'Afrique, le cardinal Thion-Diom, archevêque de Dakar. Avec lui, je dirais à travers lui, nous comprendrons peut-être mieux les relations parfois ambiguës des catholiques et des musulmans, mais souvenons-nous, avant de suivre cette enquête de Patrick Clément et de Jacques Douai, que l'islam au Sénégal, comme ailleurs en Afrique noire, est un islam puissant, fort, sans crainte, donc tolérant. La grande mosquée de Dakar, la plus belle de toute l'Afrique. 85% de la population sénégalaise est musulmane. Cette mosquée, pour eux, est le symbole de l'islam millénaire, de cette religion qui recoupe bien les valeurs traditionnelles de la société africaine. La montée de l'islam se situe ici au XIXe siècle, phénomène de réaction par rapport à un colonisateur blanc et de surcroît catholique. Depuis, l'islam n'a cessé de se renforcer. Les catholiques, 5% de la population, ont comme chef le cardinal Thion-Diom, l'un des plus brillants théologiens du continent. Il pratique par nécessité la coexistence pacifique avec le monde musulman. Dans mon expérience d'évêque à Dakar, il m'est arrivé une fois, en 18 ans, ce n'est pas beaucoup, d'avoir face à moi un musulman qui était assez sectaire. Mais à part cette exception, la masse des musulmans que je rencontre ici, avec lesquels je suis en dialogue, ce sont des gens ouverts, avec lesquels je peux parler de questions sérieuses en toute liberté. C'est pourquoi je ne suis pas polarisé par ce phénomène-là, et ça ne me met pas en inquiétude, nullement. L'islam ne vous inquiète pas? L'islam ne m'inquiète pas, dans la mesure où cet islam se purifie et cherche à retrouver sa pureté originelle de manière à conduire ses croyants vers Dieu. Ceci, c'est quelque chose de positif. À 100 km de Dakar, Popenguine, petit village natal du cardinal. Les musulmans y sont majoritaires. Là, on sent bien le côté importé du catholicisme. D'abord par son église. On se croirait dans le Limousin. Ensuite, par le curé de la paroisse. C'est un blanc parmi les noirs. Mon père, est-ce que vous pouvez imaginer un représentant du culte islamique blanc? Ah oui, il y en a. En effet. Les Nord-Africains sont des blancs. Et au Sénégal? Au Sénégal, moi je n'en connais pas.
Si vous sortiez d'une case, si vous connaissiez vraiment ce qu'est la latérite, le baobab, vous ne semblerait pas que vous seriez mieux intégré à la population noire? Il est évident que celui qui est du pays, qui est né, qui a respiré et qui a vécu cette vie, est plus apte que d'autres. À la sortie de l'église, l'unique religieuse du village. Intimidée par la présence du cardinal, elle répondra quand même avec franchise. Ma sœur, lorsque vous êtes confrontée au problème de l'islam ici au Sénégal, est-ce que vous, catholiques, vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu encerclés, en difficulté? Je ne dirais pas d'avoir l'impression, mais c'est une réalité en fait que nous sommes. C'est évident, en rentrant dans le pays, on se rend compte tout de suite que l'islam domine. À travers la population musulmane et la population catholique, bien sûr, il y a une grande différence, même de mentalité. Dans le cas où n'importe où on se rend compte, on sent tout de suite que l'islam au Sénégal est une grande majorité. À Popenguine, alors que les catholiques manquent de fonds pour restaurer leur église, les musulmans, eux, construisent une nouvelle mosquée. Tien Dioum, l'enfant du pays, a devant lui et dans son propre village l'image de l'islam triomphant. Monseigneur, vous avez à côté de vous l'imam du village. Oui, à côté. Oui. Là, l'imam. Aliou Sissé. Est-ce que vous avez des rapports fréquents avec des imams? Et pas avec celui de Popenguine parce que je viens rarement ici, mais j'ai des rapports fréquents avec ceux de Dakar. Et l'un d'eux qui est décédé à l'âge de 116 ans, il m'appelait mon fils et je l'appelais mon père. Est-ce qu'il y a une résonance ici du phénomène Khomeini? Ah, les gens le savent parce que tout le monde écoute ici la radiodiffusion dans les langues nationales du pays. Mais est-ce qu'ils sont sensibles à Khomeini? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce qu'ils adhèrent aux thèses de Khomeini? Ben non, ça les intéresse en tant que phénomène de voir que les hommes d'aujourd'hui, lorsqu'ils se ferment à l'idéal de charité, sont capables de tout. L'arrivée impromptue du cardinal sur le marché de Popenguine suscite un mélange de joie et de respect. Monseigneur, est-ce qu'il n'y a pas une confusion ici entre le chef d'église que vous êtes et presque un chef coutumier? Est-ce que les gens ne viennent pas ici pour solliciter l'intervention plutôt que la bonne parole? Il y a tout cela ensemble. Ils voient en moi le chef d'église, parce qu'ils m'ont connu ici tout jeune, et en même temps chef coutumier, si on peut ainsi dire, parce que je suis natif du village. Et pour eux, tout cela, ça va dans le même sens. L'enfant du pays qui vient leur rendre visite, et puis ensuite qui peut leur rendre service pour la solution de leurs problèmes matériels. Il y a tout cela ensemble. Quelques jours plus tard, à la cathédrale de Dakar. Le cardinal Tien Dioum préside une importante cérémonie. La confirmation d'une centaine de jeunes filles. Elles viennent de tout le pays, mais seulement la moitié d'entre elles sont sénégalaises. Alors voilà la vraie question. Le catholicisme peut-il encore progresser en Afrique? Si oui, le pape peut-il pousser l'africanisation de sa religion? Jean-Paul II en définira certainement les limites au cours de son voyage. Une dépêche AFP datée de Washington signale des incidents à La Havane, Cuba, aux abords de la section des intérêts américains, où quelques 400 personnes se sont réfugiées. Ces incidents, qui ont déjà fait plusieurs blessés graves, dit la dépêche que j'ai sous les yeux, ont éclaté lorsque 300 hommes armés de gourdins ont attaqué un millier de personnes qui manifestaient pacifiquement devant la section des intérêts américains pour réclamer le droit d'asile politique aux États-Unis.
France, réaction dans le monde politique à la suite des incidents qui ont marqué hier la manifestation pour les droits de l'homme organisée devant l'ambassade de l'URSS à Paris. Le RPR, par exemple, s'étonne de la manière dont ont été dispersés les manifestants. Le rôle de la police est de protéger les ambassades et non pas d'étouffer le cri de la conscience étouffée, estime Pierre-Emmanuel, le délégué du RPR à la culture. Et de son côté, le mouvement des radicaux de gauche proteste contre les brutalités policières et le MRG ajoute, je cite, « Le gouvernement doit s'expliquer sur cette intervention ainsi que sur le fait que l'ambassadeur de France à Moscou ait été le seul représentant des pays occidentaux présent aux cérémonies du 1er mai dans la capitale soviétique. » D'autres mouvements politiques français ont également publié des communiqués dans ce sens. Pétrole. On vient de parapher à Pékin les accords entre la compagnie chinoise de carburant et deux sociétés françaises, Alferrap et Total. Il s'agit de prospection en mer de Chine et d'extraction de pétrole, si l'on en trouve, sur une superficie considérable, 20 000 km². Philippe Dumez nous précise ce que l'on peut attendre de la mise en œuvre d'un tel programme. La Chine ne produit pas encore beaucoup de pétrole, mais elle couvre actuellement ses propres besoins avec une production de près de 110 millions de tonnes par an, soit l'équivalent de la consommation française. Malheureusement, la Chine souffre d'un énorme retard technologique. Alors, elle a fait appel à différents pays pour l'aider à prospecter et à exploiter le pétrole de son territoire, en particulier en mer. La mer de Chine fait partie de ces régions maritimes où des bassins sédimentaires ont pu aider à la formation d'hydrocarbures. La prospection en mer du pétrole demande beaucoup d'expérience et de savoir-faire, d'où ces accords avec deux compagnies françaises qui ont une bonne réputation dans ce domaine. Il s'agit d'un accord à risque partagé, c'est-à-dire que chacun des partenaires finance une part des investissements et se rémunère sur la production de pétrole si on en trouve. Mais, même avec des bateaux de forage très sophistiqués, il ne faut pas attendre de résultats avant plusieurs années. Et la France ne doit pas espérer plus que l'exportation de sa technologie. Si pétrole il y a, il ira en premier lieu à la Chine pour son développement propre et le surplus sera exporté dans les pays voisins qui en manquent. Toujours en mer, ou plutôt sous la mer, l'épave du Tagno ne laisse plus s'écouler de produits pétroliers de ceux qui font la marée noire. En effet, les sous-marins de poche de l'Intersub ont pu commencer à effectuer leur travail sur l'épave du pétrolier coulé. Voici les premières images prises par 87 mètres de fond le long de la coque du pétrolier malgache le Tagno, échoué au large de l'île de Bas le 7 mars dernier. On distingue très nettement les brèches encore béantes du pétrolier grâce à ces prises de vue réalisées à l'aide d'une caméra placée à l'intérieur de l'un de ces sous-marins aux dimensions réduites, servant aux travaux de colmatage. Plusieurs hommes équipés de scaphandres travaillent ainsi à colmater la coque du Tagno. Il reste encore 9 à 10 000 tonnes de fioul dans l'épave. À l'issue de ce colmatage, commenceront les opérations de pompage. Mais il faudra au moins 3 mois pour vider le Tagno de son pétrole. Au cours d'Antenne de Midi, aujourd'hui et pour la première fois, des caméras de télévision avaient pénétré dans un sous-marin nucléaire. Je parle des sous-marins nucléaires de la force stratégique française, complètement différente de ces sous-marins de poche que vous voyez à côté de l'épave du Tagno. Il s'agissait, à Antenne de Midi, du dernier né, le Tonnant. Nous vous avons montré comment l'on vivait, comment l'on naviguait, comment l'on travaillait à bord de ce sous-marin qui transporte 16 missiles à tête nucléaire. Avant d'y revenir avec Patrick Lecoq, François Cornet va nous situer la flotte française des sous-marins atomiques. Terrible, redoutable, foudroyant, indomptable et aujourd'hui Tonnant assurent aux côtés des 36 bombardiers Mirage 4 et des 18 missiles du plateau d'Albion la dissuasion nucléaire de la France. Les sous-mariniers de la force océanique stratégique totalisent à ce jour 75 patrouilles opérationnelles. Chacun d'eux est armé de 16 missiles stratégiques à charge thermonucléaire mégatonique. Attends la liaison champ de tir. Oui, commandant. Préparation lancement tube 15. Tube 15 en situation lancement. Bien. Pressurisez le tube 15. 135 hommes composent les 2 équipages de chaque bâtiment. Ils se relaient tous les 60 jours à l'île Longue pour assurer aux sous-marins la permanence opérationnelle à la mer. Super entraînés et volontaires pour cette mission, ces hommes sont prêts, à tout instant en patrouille, à riposter à l'attaque d'un éventuel agresseur. Si l'ordre en était donné,
chaque sous-marin pourrait tirer ses 16 missiles à la cadence d'un toutes les minutes. 5, 4, 3, 2, 1, feu! À tous, engin parti. Chacun de ces missiles pourrait atteindre son objectif à plus de 3000 km de son point de lancement sous la mer. Chaque sous-marin nucléaire assure à la mer une mission de 8 à 10 semaines. Il revient ensuite à l'île Longue pour une remise en conditions matérielles d'environ 1 mois. Un équipage n'effectue qu'une patrouille sur 2. Il se remet ensuite en conditions physiques et subit une période d'entraînement à terre avant de reprendre la mer. Commandant Lacaille, c'est vous donc, à partir de maintenant, qui allez nous servir de guide dans cette visite de ce bâtiment. Nous sommes là au cœur, je le disais, de la dissuasion. En réalité, nous sommes à 1 mètre 50 d'une bombe atomique d'1 mégatonne à peu près. C'est ça, à peu près. Nous sommes ici donc dans la tranche missile, la partie réservée à l'arme stratégique sur le bâtiment. Vous pouvez voir, je pense, sur la gauche de votre écran, les batteries de tubes lance-missiles. Il y en a 8 de chaque côté pour faire les 16 missiles. À l'intérieur de ce tube qui est ici, donc, un missile et sa tête mégatonique en haut. Un missile, ça fait à peu près une douzaine de mètres de haut et 18-20 tonnes de poids. C'est ça, à peu près, oui. Est-ce que je peux vous demander quelle est la portée? Non, normalement, je dirais qu'ils vont loin. C'est simplement ce qu'on cherche. Ce soir, 35e journée du championnat de France de football, les 4 leaders jouent à l'extérieur. Nantes, Monaco, Saint-Étienne et Sochaux. Alors Sochaux devra faire face à Marseille, mais les Marseillais mettront le paquet pour l'emporter car une défaite les condamnerait presque sûrement à descendre en seconde division. Monaco, lui, joue contre Metz, Saint-Étienne contre Nîmes et Nantes contre Angers. Vous aurez les résultats dans notre dernière édition. Hier à Libourne, son premier essai aura suffi à Thierry Vigneron du Stade français pour établir un nouveau record d'Europe du saut à la perche en franchissant 5,67. Il améliore ainsi d'1 centimètre le précédent record du Polonais Kozakiewicz. Thierry Vigneron, champion du monde junior depuis l'an dernier, nouveau champion de France et considéré comme le meilleur des perchistes français, n'est plus qu'à 3 centimètres du record du monde. Espérons qu'il parviendra à le battre. Nos cœurs sautent avec vous, Thierry. Et nous continuons notre série des 100 chefs-d'œuvre. Il s'agit des plus grandes, des plus belles réalisations du génie français au cours du dernier millénaire. Après la tapisserie de la reine Mathilde à Bayeux et après le vitrail de Chartres, nous rejoignons aujourd'hui à Vézelay Max-Paul Fouché qui nous attend à la basilique Sainte-Madeleine d'où partirent les croisés. Saint Bernard y bénit les rois qui allaient délivrer les lieux saints. Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion y jurèrent d'arracher le tombeau du Christ aux Sarrasins. Vézelay est un des plus célèbres édifices religieux du Moyen-Âge. Pour Max-Paul Fouché, c'est un lieu magnétique qu'il ne se lasse pas de découvrir et il veut nous faire partager sa curiosité comme un guide passionné. Il y a des îles de terre comme il y a des îles de mer. Et la colline de Vézelay est l'une d'elles, tout entourée par des collines qui se creusent en vallées comme des vagues qui viennent vers elles du fond de l'horizon. Cette impression marine est renforcée par le grand vaisseau que porte la colline et qui est la basilique de la Madeleine. Le village de Vézelay est lui-même une longue rue qui monte vers la basilique. À la fin du XIe siècle, Vézelay connaît une affluence de pèlerins qui y viennent parce que Vézelay est sur la route de Jérusalem, de Rome, de Compostelle et aussi parce que dans la basilique, il y a des reliques de Marie-Madeleine. La basilique de Vézelay, église des pèlerins,
est une basilique qui pérégrine elle-même. À l'extérieur, il suffit de suivre du regard les contreforts pour avoir le sentiment d'une marche. Plus encore, à l'intérieur, dans la nef, on a l'impression d'une marche vers l'autel. Et par chance, ce chœur étant gothique, cette marche, cette pérégrination se termine dans une sorte d'exaltation lumineuse. En 1920, un incendie détruisit tellement l'église et le monastère qu'il fallut en reconstruire d'autres. Et l'on construisit alors ce qu'on appelle aujourd'hui le narthex, c'est-à-dire un grand vestibule, une entrée où les pèlerins pouvaient rester, dormir. Et c'est l'un des endroits certainement les plus beaux de la basilique et certainement l'un des lieux où l'art roman se découvre dans toute sa majesté, sa simplicité, sa beauté. Il suffit de penser au tympan. Ou de regarder certains chapiteaux, tels celui-ci, qui représente un miracle de Saint Benoît. Voici le saint qui rencontre un homme dont le fils vient de mourir. Cet homme lui demande de ressusciter son fils, et pendant que le saint dit sa prière, l'homme pense à la mort. C'est certainement, dans la sculpture française et dans la sculpture romane, l'une des expressions les plus belles de l'homme devant la mort. Enfin, dernière image de ce chapiteau, le père s'en va avec l'enfant ressuscité. Vézelay n'est pas un lieu comme les autres. Quelque chose sort de son sol qu'on ne saurait définir. Et sa basilique aussi est très particulière. Elle unit la gravité du XIIe siècle, le sourire du XIIIe et la sève bourguignonne. Elle est un chant, mais un plein chant. Et que l'on soit croyant ou incroyant, ce que l'on reçoit d'elle, c'est un sentiment de certitude. Et c'est bien le sentiment dont nous avons le plus besoin en ces temps incertains. Merci à Maxwell Fouché. Et une erreur que j'ai faite et que je vous signale, j'ai dit tout à l'heure que Thierry Vigneron était du Stade français. Eh bien, il est du Racing. Mais en ce qui concerne leur corps, c'est vrai, il n'y a pas de rectification. Le temps pour demain, une aggravation pluvieuse débutera le matin sur le bassin aquitain et s'étendra le soir jusqu'aux Alpes et à la Provence. Les températures seront en baisse. Sur le reste de la France, après des pluies matinales dans le nord et des brouillards dans le centre et l'ouest, le temps sera nuageux, mais les éclaircies deviendront plus belles l'après-midi. Pour dire les choses comme elles sont, eh bien le beau temps a du mal à s'installer. Tout à l'heure, vers 23h, c'est Hervé Claude qui vous donnera les dernières informations de la journée. N'oubliez pas demain, antenne de midi. Et si vous le voulez bien, à demain soir. Bonsoir. Merci.